Ma femme a dit à tout le monde, j'ai épousé un clown. Alors je lui ai montré à quel point je pouvais être sérieux en partant quand elle a refusé de cesser de m'utiliser comme son souffre-douleur personnel. C'était censé être une soirée normale lors du dîner de nos amis jusqu'à ce que j'entende le rire familier résonner depuis la cuisine. Pas le genre qui vous réchauffe le cœur, mais celui qui le fait sombrer. Restant figé dans le couloir, j'ai écouté ma femme depuis 7 ans divertir tout le monde avec son sujet favori. Moi. Vous auriez dû le voir essayer de monter cette étagère le week-end dernier, dit-elle en riant. Je jure que j'ai épousé un clown complet. Il ne pourrait pas faire la différence entre un tournevis et un marteau même si sa vie en dépendait. Le groupe a éclaté de rire tandis qu'elle continuait. Parfois je me demande s'il le fait exprès, vous savez, comme s'il se produisait pour un public. Mais non, c'est juste sa nature. Mon numéro de cirque personnel. 12 ans ensemble, dont 7 mariés. Et c'était ainsi qu'elle me voyait. Un clown. Ça chute. Je suis resté là, mon verre de vin tremblant légèrement dans ma main, alors que la réalité que j'avais niée pendant des années se cristallisait enfin. Ce n'était pas la première fois. En y repensant, il y a eu d'innombrables dîners, réunions de famille et événements sociaux où je suis devenu la star involontaire de son numéro de comédie. J'avais toujours ri avec elle, croyant que c'était des taquineries inoffensives entre partenaires. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. C'était peut-être le ton méprisant dans sa voix ou la prise de conscience qu'elle pensait vraiment chaque mot. Plus tard dans la soirée, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai découvert des dizaines de publications où elle avait partagé nos moments privés, transformant mes erreurs et mes vulnérabilités en divertissement pour son public en ligne. Vivre avec un clown a ses avantages. Divertissement gratuit tous les jours. Marie-Clone jamais un moment des nuits, disait une publication avec des centaines de j'aime et de commentaires de personnes que je ne connaissais même pas. Le trajet de retour cette nuit-là fut silencieux. Elle a demandé ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas encore me résoudre à la confronter. Mes pensées s'emballaient, passant en revue notre relation à travers ce nouveau prisme. Combien de fois avais-je manqué les signes? Combien de fois avais-je permis que ma dignité soit sacrifiée pour son amusement? Cette nuit-là, allongé éveillé à côté de sa silhouette endormie, j'ai pris une décision. Si elle voulait un clown, elle en avait certainement trouvé un, quelqu'un qui avait bêtement cru que l'amour signifiait accepter le manque de respect. Mais si elle pensait que je n'étais pas assez sérieux, je lui montrerais à quel point je pouvais être sérieux à propos d'une chose. Partir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de confrontation dramatique ou d'explosions émotionnelles. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier méticuleusement comment récupérer mon amour-propre. Première étape, j'ai appelé mon vieil ami d'université qui m'offrait un poste dans son entreprise depuis des années, un travail que j'avais refusé parce que ma femme s'en était moquée, le jugeant trop ambitieux pour quelqu'un comme moi. En raccrochant le téléphone avec une réunion prévue pour la semaine suivante, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas vu la chute de la blague de quelqu'un d'autre. J'ai vu un homme prêt à cesser de se produire dans un cirque à sens unique. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu hyper conscient des schémas que j'avais précédemment ignorés. Chaque matin au petit déjeuner, une pique subtile sur mon choix de vêtements. Pendant les appels téléphoniques avec sa mère, des rires étouffés suivis de « je te raconterai plus tard » quand j'entrais dans la pièce. Même dans les messages textes à des amis, j'ai accidentellement aperçu des moqueries sur la façon dont je chargeais le lave-vaisselle comme un enfant confus. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était un schéma constant de manque de respect qui était devenu si normalisé que je ne l'avais pas reconnu pour ce qu'il était. Quand on entend quelque chose assez souvent, même l'idée la plus absurde peut commencer à sembler vraie. Et pendant des années, j'avais intériorisé l'idée que j'étais en quelque sorte moins compétent, moins sérieux et moins digne de respect. Ma réunion avec mon ami d'université s'est exceptionnellement bien passée. Le poste qu'il m'a offert signifierait une avancée significative par rapport à mon emploi actuel, plus de responsabilités, un meilleur salaire et, surtout, la reconnaissance de compétences que ma femme m'avait convaincu de ne pas posséder. J'ai accepté sur le champ, promettant de donner mon préavis à mon poste actuel immédiatement. Ce soir-là, j'ai décidé d'avoir une conversation sincère avec elle. Peut-être y avait-il quelque chose de récupérable, un malentendu qui pourrait être résolu par une communication honnête. J'ai attendu après le dîner, quand nous étions tous les deux détendus sur le canapé. Je dois te parler de quelque chose qui me dérange,
ai-je commencé, en gardant ma voix égale. Au dîner la semaine dernière, et en fait depuis longtemps, j'ai remarqué que tu as tendance à faire des blagues à mes dépens, à m'appeler un clown, à te moquer de moi devant nos amis et notre famille. Elle a levé les yeux de son téléphone, la surprise traversant son visage avant de se transformer en un sourire amusé. Tu es sérieux en ce moment? C'est juste notre façon de plaisanter. Tout le monde le fait. Tu es beaucoup trop sensible. Pour moi, ce n'est pas de la plaisanterie, ai-je continué. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Et j'ai aussi trouvé toutes ces publications sur les réseaux sociaux. Elle a roulé des yeux de façon dramatique. Oh, s'il te plaît. Elles reçoivent des tonnes de j'aime. Les gens les trouvent hilarantes. Ce n'est pas grave. C'est grave pour moi, ai-je insisté. Comment te sentirais-tu si je faisais constamment de toi la cible de mes blagues? Si je te sapais publiquement? C'est différent, a-t-elle ricané. Tu es juste, tu sais, tu es un peu un gars loufoque. C'est ce que tout le monde aime chez toi. N'essaie pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. À ce moment-là, j'ai réalisé deux choses cruciales. Premièrement, elle ne voyait vraiment rien de mal à son comportement. Deuxièmement, elle n'avait aucune intention de le changer. La conversation a tourné en rond, elle alternant entre rejeter mes préoccupations et suggérer que je surréagissais. À la fin, elle a promis sans conviction d'y réfléchir, mais son ton a clairement indiqué qu'elle considérait l'affaire comme triviale. Cette nuit-là, j'ai créé un document privé décrivant mon plan. Je lui donnerai un mois pour démontrer un changement sincère. Pendant ce temps, je me préparais à toutes les éventualités. J'ai ouvert un compte bancaire séparé le lendemain et y ai déposé mon premier salaire de mon nouvel emploi. J'ai recherché des appartements dans le quartier. J'ai consulté un avocat pour comprendre mes options. Certains pourraient qualifier ces étapes d'extrême, mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'auto-préservation, de devenir enfin assez sérieux pour me protéger de dommages émotionnels supplémentaires. En fermant mon ordinateur portable cette nuit-là, je n'ai ressenti ni colère ni tristesse, juste une résolution ferme de récupérer la dignité que j'avais abandonnée depuis bien trop longtemps. La transformation a commencé subtilement. Mon nouveau poste exigeait une mise à niveau de ma garde-robe. J'ai donc remplacé mes vêtements démodés par des costumes sur mesure qui imposaient le respect en salle de réunion. Quand elle a commenté que je ressemblais à un enfant jouant à se déguiser, j'ai simplement souri et suis sorti. Aucune réaction, aucune défense, aucun regard blessé qu'elle pourrait utiliser pour réaffirmer son récit à mon sujet. Au travail, je me suis épanoui. Des années à refouler mes idées et à douter de mes capacités se sont dissipées alors que mes collègues réagissaient positivement à mes contributions. En 3 semaines, j'ai négocié avec succès un contrat qui a apporté de nouvelles affaires substantielles. Le directeur régional m'a personnellement appelé pour me féliciter, mentionnant un potentiel d'avancement supplémentaire. À la maison, j'ai mis en place des limites avec une détermination tranquille. Quand elle tentait de m'interrompre pendant des appels avec des gestes dévalorisants destinés à me faire perdre le fil de mes pensées, je me déplaçais simplement dans une autre pièce et fermais la porte. Quand elle essayait de m'aider dans des tâches en prenant le relais et en soupirant de façon dramatique devant mon apparente incompétence, je déclarais calmement « je m'en occupe » et continuais sans reconnaître sa frustration théâtrale. Les changements n'étaient pas seulement professionnels. J'ai renoué avec de vieux amis qu'elle avait écartés comme étant ennuyeux ou trop sérieux pour notre cercle social. Des matchs de basket hebdomadaires et des sorties de pêche occasionnelles m'ont donné l'espace pour reconstruire mon identité en dehors de notre relation. Ces amis ont immédiatement remarqué la différence, commentant ma confiance et ma concentration renouvelées. Sa réaction à ces changements a évolué par étapes prévisibles. D'abord la confusion, puis l'irritation, suivie de tentatives de plus en plus désespérées pour restaurer la dynamique précédente. Elle a essayé de provoquer des réactions avec des critiques plus acerbes, mais quand celles-ci n'ont pas atteint leur but, elle a changé de tactique. « Tu travailles trop », s'est-elle plainte un soir. « Nous ne passons plus de temps ensemble. Notre mariage ne t'importe plus ?» « Le respect mutuel dans notre mariage m'importe profondément », ai-je répondu d'un ton égal. « C'est pourquoi je fais ces changements. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés à cette implication. Pour la première fois peut-être, elle a réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Plus tard dans la nuit, elle a approché avec une stratégie différente, de l'affection et des réminiscences sur comment les choses étaient avant, accompagnée de suggestions que ma nouvelle attitude crée une distance entre nous.
J'ai reconnu la distance, mais n'en ai pas accepté la responsabilité. Je suis toujours la même personne, ai-je expliqué. Je ne suis simplement plus disposé à être la chute de tes blagues. Le week-end suivant, elle a organisé un dîner avec des amis, le même groupe que celui de la fête où j'avais entendu ses commentaires de clown. Tout au long de la soirée, j'ai remarqué qu'elle m'observait nerveusement, en particulier chaque fois que la conversation tournait autour de notre relation ou de mon travail. Quand quelqu'un a posé une question sur ma récente promotion, elle a rapidement interjeté. « Oh, il est devenu si sérieux dernièrement. Il a à peine le temps de s'amuser. Vous vous souvenez comment il était l'âme de la fête ?» La table est devenue maladroitement silencieuse, sentant la tension sous ses mots. J'ai pris une gorgée d'eau et répondu calmement. J'aime toujours m'amuser. J'ai juste réalisé qu'il y a une différence entre rire avec quelqu'un et rire de quelqu'un. Plusieurs invités ont hoché la tête en signe de compréhension tandis qu'elle rougissait profondément. Plus tard dans la nuit, elle m'a accusé de l'avoir embarrassée devant nos amis. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je ne l'ai pas souligné. Au lieu de cela, j'ai posé une question simple. Est-ce que tu me respectes ? Son hésitation avant de répondre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. La réponse soigneusement élaborée qui a suivi, pleine de dérobades et de nuances, n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà décidé. Le délai d'un mois que j'avais accordé pour un changement était à moitié écoulé, et rien de substantiel ne s'était amélioré. Au contraire, sa résistance à mon évolution n'avait fait que renforcer ma résolution. Cette nuit-là, j'ai finalisé le bail d'un appartement de l'autre côté de la ville. Non pas comme un geste dramatique ou un ultimatum, mais comme une étape nécessaire vers ce qui allait suivre. Les pièces se mettaient en place pour une sortie décisive d'une relation qui avait lentement érodé mon estime de moi au fil des ans. L'homme qui avait autrefois accepté d'être appelé un clown disparaissait, remplacé par quelqu'un qui comprenait sa propre valeur. 2 semaines après le début de mon nouvel emploi, j'ai reçu mon premier chèque de commission substantielle. Au lieu de le déposer sur notre compte joint comme je l'aurais fait auparavant, je l'ai transféré sur mon compte privé. Le même après-midi, j'ai rencontré un conseiller financier pour discuter de la séparation de nos finances enchevêtrées avec le moins de perturbations possible. La réunion fut productive mais dégrisante. Démêler 7 ans d'actifs partagés serait compliqué. À la maison, la distance émotionnelle entre nous s'est accentuée. Nos conversations sont devenues purement transactionnelles, des discussions sur les factures du ménage, des questions d'horaire, des plaisanteries superficielles. Je ne partageais plus de détails sur ma journée de travail ni ne cherchais son opinion sur les décisions. Ce changement n'était pas une vengeance mesquine. C'était de l'autoprotection contre quelqu'un qui avait constamment utilisé mes vulnérabilités comme matériel de comédie. Elle a remarqué le changement et a vacillé entre différentes stratégies pour reprendre le contrôle. Certains jours, elle tentait la réconciliation par de petits gestes, cuisinant mes plats préférés ou suggérant des escapades de week-end pour se reconnecter. D'autres jours, elle revenait à des pics subtils et des commentaires passifs-agressifs, testant si je retomberais dans de vieux schémas d'apaisement. L'évier de la cuisine fuit à nouveau, a-t-elle mentionné un soir. Mais je suppose que tu es trop important avec ton nouveau travail chic pour le réparer maintenant. Devrais-je appeler un vrai bricoleur ? Il y a 3 mois, ce commentaire aurait déclenché une réponse immédiate, soit une justification défensive, soit une tentative empressée de prouver ma compétence en le réparant immédiatement. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête et répondu « C'est une bonne idée. Je vais transférer de l'argent pour qu'un professionnel s'en occupe. » Son expression momentanée de déception a tout révélé. Elle ne voulait pas vraiment que l'évier soit réparé. Elle voulait provoquer une réaction qui réaffirmerait son récit à mon sujet. Le week-end suivant, nous avons assisté au mariage de sa cousine. Tout au long de la réception, j'ai remarqué qu'elle m'observait attentivement, en particulier lorsque nous interagissions avec des membres de la famille qui ne nous avaient pas vus depuis des mois. Quand son oncle a posé une question sur mon changement de carrière, j'ai parlé avec confiance du nouveau poste et des récents succès. « Il est si sérieux ces derniers temps », a-t-elle interjeté avec un rire qui n'atteignait pas ses yeux. Parfois, mon clown drôle qui faisait rire tout le monde me manque. La table est tombée silencieuse. Son oncle avait l'air mal à l'aise, jetant des regards entre nous. J'ai gardé mon sang-froid, sirotant du champagne avant de répondre. J'ai découvert qu'il y a un temps et un lieu pour l'humour, surtout dans un cadre professionnel. À ce propos, comment vont tes affaires immobilières ? La conversation a changé naturellement, mais la tension est restée.
Plus tard dans la soirée, alors que nous rentrions en silence, elle a finalement abordé l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu es comme un étranger ces derniers temps. C'est toujours à cause de ces blagues? Parce que j'ai essayé de réduire. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Parce que tu m'as encore appelé un clown ce soir devant toute ta famille. C'était différent. Je disais juste que ton côté amusant me manquait. Elle a fait une pause, puis a ajouté avec une frustration évidente. Tu surréagis à tous ces jours-ci. C'est comme marcher sur des œufs autour de toi. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. Pendant des années, c'était moi qui surveillais attentivement mon comportement pour éviter de devenir le sujet de sa prochaine chute. Maintenant que j'avais cessé d'accepter cette dynamique, elle se sentait mal à l'aise. Je ne veux pas que tu marches sur des œufs, ai-je expliqué calmement. Je veux juste un respect de base, celui que je t'ai toujours donné. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a tenté de désamorcer la tension en suggérant que nous regardions un film ensemble. J'ai décliné poliment, expliquant que je devais me préparer pour une réunion matinale. En réalité, j'ai passé 2 heures dans notre bureau à finaliser les arrangements pour l'appartement que j'avais loué et à programmer les déménageurs pour le week-end suivant, quand elle rendrait visite à sa sœur. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto d'elle pendant une conférence téléphonique. Dîner chez Antonio ce soir. J'ai réservé pour 19 heures. Nous devons parler. Antonio, c'était l'endroit où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 12 ans. Le choix du lieu n'était pas accidentel. C'était une tentative stratégique d'invoquer la nostalgie et la connexion émotionnelle. J'ai confirmé la réservation et suis retourné à ma réunion, sachant déjà que cette soirée déterminerait probablement s'il restait quelque chose à sauver dans notre relation. Antonio n'avait pas beaucoup changé en 12 ans. Le même éclairage chaleureux, les mêmes nappes à carreaux rouges, les mêmes photographies encadrées de Venise ornant les murs. Notre table habituelle dans le coin nous attendait avec une bouteille du Chianti que nous avions partagée lors de notre premier anniversaire. Elle avait clairement planifié cette soirée avec soin, jusqu'à demander notre serveur habituel. Nous avons fait la conversation pendant les entrées, discutant d'amis communs et des vacances à venir. Elle semblait nerveuse, riant trop fort à des commentaires sans conséquence et remplissant son verre de vin plus fréquemment que d'habitude. Ce n'est que lorsque notre plat principal est arrivé qu'elle a finalement abordé le véritable but de notre dîner. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé, posant sa fourchette. À nous, à la façon dont les choses se sont passées dernièrement. Elle a tendu la main sur la table pour prendre la mienne, ce que je lui ai permis de faire. L'ancienne version de nous me manque. Quelle version de nous te manque exactement? Ai-je demandé doucement. Son front se plissa légèrement. Que veux-tu dire par nous? Avant toute cette tension, avant que tu commences à t'éloigner. J'ai pris une lente gorgée d'eau, organisant mes pensées. Cette conversation était inévitable, et je m'y étais préparé. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, à des schémas que je n'ai pas reconnus pendant des années. De la poche de ma veste, j'ai sorti mon téléphone et ouvert un document que j'avais compilé. Au cours du mois dernier, j'ai fait le suivi. Tu m'as appelé ton clown 17 fois dans des lieux publics. Tu t'es moqué de mes capacités ou de mon intelligence devant les autres 23 fois. Tu as publié 9 mises à jour sur les réseaux sociaux faisant de moi la chute. Son expression est passée de la confusion à la défensive. Tu as compté? C'est un peu extrême, tu ne trouves pas? Ce ne sont que des blagues. Ce ne sont plus des blagues depuis que je t'ai demandé d'arrêter et que tu as continué quand même, ai-je répondu d'un ton égal. Ce ne sont plus des blagues depuis que j'ai réalisé qu'elles reflétaient ton opinion réelle de moi. Elle a retiré sa main de la mienne. Sa voix a pris une certaine âpreté. Et alors? Maintenant tu es trop bien pour une petite taquinerie? Tout le monde dans une relation plaisante sur son partenaire. Tu es hypersensible. C'est pour ça que tu m'as amené ici ce soir? Pour me dire que je suis hypersensible? Elle a soupiré de façon dramatique. Non. Je t'ai amené ici pour nous reconnecter, pour nous souvenir de ce que nous avions avant que tu aies cette rancune. Elle a fait un vague geste vers moi. Avant que tu commences à agir comme si tu étais meilleur que tout le monde avec ton nouveau travail et tes nouveaux vêtements et tes nouveaux amis. L'accusation était révélatrice. Mon crime n'était pas d'avoir changé. C'était d'avoir changé d'une manière qu'elle ne pouvait ni contrôler ni diminuer. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et les regardé droit dans les yeux.
J'ai signé un bail pour un appartement de l'autre côté de la ville. Je déménage ce week-end. La couleur a quitté son visage. Quoi? Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. J'ai consulté un avocat au sujet de la procédure de divorce, bien que je n'ai pas encore déposé la demande. Son choc s'est rapidement transformé en colère. Tu as planifié ça dans mon dos. Tout en prétendant que tout était normal. Qui fait ça? J'avais besoin de temps pour réfléchir clairement sans manipulation émotionnelle ni pression. Je devais être certain que c'était la bonne décision. Et ça l'est? A-t-elle demandé, la voix s'élevant suffisamment pour que les convives voisins se retournent. C'est vraiment ce que tu veux, jeter 12 ans par la fenêtre pour quelques blagues. Je suis resté calme malgré son émotion grandissante. Il ne s'agit pas de blagues. Il s'agit de respect. Il s'agit de partenariat. Il s'agit de savoir si nous faisons ressortir le meilleur ou le pire l'un chez l'autre. Alors c'est tout. Tu pars, tout simplement. Les larmes ont monté à ses yeux. Après tout ce que nous avons construit. Je pars parce que nous avons construit quelque chose de malsain. Quelque chose qui diminue plutôt qu'il n'élève. Quelque chose où la dignité d'une personne est sacrifiée pour l'amusement d'une autre. La conversation qui a suivi a été brute et douloureuse. Elle est passée par la colère, l'incrédulité, la négociation, et finalement un plaidoyer désespéré pour une autre chance. Elle a promis une thérapie, des changements, une dynamique complètement nouvelle entre nous. Il y a peut-être 3 mois, j'aurais accepté ses promesses. Maintenant, je les reconnaissais comme des réponses de crise plutôt qu'une compréhension sincère. En quittant le restaurant, elle a tenté une dernière approche. Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici? Tu étais si nerveux que tu as renversé ton verre d'eau. On en a ri pendant des semaines. Oui, ai-je répondu doucement. Nous en avons ri parce que tu trouvais ça attachant à l'époque, pas parce que tu l'utilisais pour établir une supériorité ou divertir les autres à mes dépens. Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception de ces reniflements occasionnels. Quand nous sommes arrivés, elle a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse dire ou faire pour me faire changer d'avis. J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. J'ai besoin de voir des actions, pas des promesses. J'ai besoin de voir que tu comprends pourquoi cela est arrivé, pas seulement que tu veux l'empêcher de se reproduire. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait d'un sommeil agité à côté de moi, j'ai finalisé les derniers détails de mon départ. Non pas avec satisfaction ou esprit de vengeance, mais avec la reconnaissance solennelle que parfois la décision la plus sérieuse que l'on puisse prendre est de s'éloigner de quelqu'un qui ne peut pas voir votre valeur. Le jour du déménagement est arrivé avec une clarté inattendue. Pendant qu'elle rendait visite à sa sœur comme prévu, j'ai efficacement transféré mes affaires essentielles dans le nouvel appartement. Pas de vidage dramatique des placards ou de partage des biens communs pour l'instant. Cela viendrait plus tard. Pour le moment, je n'ai pris que ce qui était incontestablement à moi. Vêtements, documents personnels, héritages familiaux, et les outils de mon grand-père que j'avais toujours chéris. L'appartement était plus petit que notre maison, mais semblait vaste dans sa simplicité. Mobilier minimal, lignes épurées, pas d'encombrement de compromis accumulés. En rangeant mes livres sur des étagères nouvellement assemblées, j'ai réalisé que je créais non seulement un espace de vie, mais une manifestation physique de mon identité retrouvée. Quand elle est revenue ce soir-là et a découvert mon départ partiel, la tempête attendue a éclaté. Appels frénétiques, textos accusateurs, même une visite en larmes à l'appartement où elle a alternativement plaidé et réprimandé. J'ai maintenu les limites que j'avais établies, parlant calmement mais fermement de ma décision. Quand elle est partie, en claquant la porte derrière elle, je n'ai ressenti ni triomphe ni regret. Seulement la certitude tranquille que je donnais enfin la priorité à mon propre bien-être. La nouvelle de notre séparation s'est répandue rapidement dans nos cercles sociaux. Les réactions ont varié de manière prévisible. Ses amis les plus proches se sont ralliés à son récit d'abandon et de trahison. Ma famille, qui avait été témoin de son comportement dénigrant pendant des années mais était restée silencieuse par respect pour mes choix, a exprimé un soulagement discret. Le plus surprenant furent les amis qui m'ont contacté en privé pour partager qu'ils avaient toujours été mal à l'aise avec la façon dont elle parlait de moi, mais n'avaient pas su comment intervenir. Nous aurions dû dire quelque chose, a admis un ami de longue date autour d'un café. Mais elle donnait toujours l'impression que tu étais de mèche, que c'était votre dynamique de couple.
Je le croyais aussi, ai-je reconnu, pendant bien trop longtemps. 2 semaines après notre séparation, elle a demandé une rencontre dans un lieu neutre, un parc où nous avions l'habitude de promener notre chien avant son décès l'année dernière. Elle est arrivée avec une apparence différente, sobre, sans l'apparence soigneusement travaillée qu'elle maintenait habituellement. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant l'étang, regardant les canards créer des ondulations sur l'eau autrement calme. Je vois un thérapeute, a-t-elle commencé sans préambule, 2 fois par semaine depuis que tu es parti. J'ai hoché la tête mais suis resté silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. Elle m'aide à comprendre certaines choses sur moi-même, sur pourquoi j'avais besoin de te rabaisser pour me sentir en sécurité. Elle a tripoté son alliance avec anxiété. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Je pensais que nous avions un arrangement. Quel genre d'arrangement pensais-tu que nous avions? Ai-je demandé doucement. Que tu étais d'accord avec ça, que c'était juste notre dynamique. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je pense que je me suis convaincu que ça ne te dérangeait pas vraiment parce que faire face à l'alternative signifiait admettre que je te faisais du mal, et je ne voulais pas être le genre de personne qui blesse quelqu'un qu'elle aime. Pour la première fois, j'ai entendu une réflexion sincère plutôt qu'un remords tactique. Pourtant, la reconnaissance n'était pas la même chose que la transformation. Une séance de thérapie ne pouvait pas défaire des années de comportement enraciné ni réparer les fondations endommagées de notre relation. J'apprécie que tu partages ça avec moi, ai-je dit finalement. Mais la reconnaissance n'est que la première étape d'un très long processus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir? A-t-elle demandé, la vulnérabilité apparente dans sa voix. Que peut-être un jour nous pourrions réessayer. J'ai examiné sa question attentivement, ne voulant ni offrir de faux espoirs ni de cruauté inutile. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps et d'espace pour grandir individuellement avant de pouvoir répondre à cette question. Certaines lignes une fois franchies changent les relations de façon permanente. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons établi une approche professionnelle pour gérer nos responsabilités communes et commencer le processus de démêlage de nos vies. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai proposé une division équitable des biens qui reconnaissait nos 2 contributions au mariage. Elle a d'abord résisté à certains termes, mais a finalement accepté sans la bataille juridique prolongée que j'avais crainte. Au travail, j'ai continué à exceller, étant récemment chargé de diriger une équipe développant l'expansion de notre entreprise sur de nouveaux marchés. Mon appartement est progressivement devenu un foyer, avec des objets soigneusement choisis reflétant mes propres goûts plutôt que des compromis ou des choix par défaut. J'ai renoué avec de vieilles passions, jouer de la guitare, faire de la randonnée, cuisiner des repas élaborés juste pour le plaisir. 6 mois après avoir déménagé, j'ai demandé le divorce. Les papiers étaient simples, le processus légal non compliqué par des enfants ou des litiges importants sur la propriété. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour signer les documents finaux, elle m'a demandé si je voyais quelqu'un de nouveau. Ce n'était pas le cas, mais la question a révélé qu'elle ne comprenait toujours pas entièrement. Il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un d'autre. Il s'agissait de me retrouver moi-même. Je veux que tu saches quelque chose, lui ai-je dit alors que nous nous préparions à nous séparer. Je ne te déteste pas. Je ne regrette même pas notre mariage. Mais j'ai appris que le respect n'est pas facultatif dans une relation. Il est fondamental. Sans lui, rien d'autre ne peut tenir. Elle a hoché la tête lentement, les larmes montant mais ne coulant pas. Je comprends ça maintenant. Trop tard, mais je comprends. En m'éloignant de cette rencontre, j'ai ressenti une légèreté inattendue. L'homme qui avait passé des années à accepter le rôle de clown dans sa propre vie avait finalement fait sa dernière révérence. L'avenir s'étendait devant moi, incertain, mais plein de possibilités, et surtout, selon mes propres termes.